Les amis, je suis retourné voir Avatar en 24 images secondes et j'ai complètement retourné ma veste. Complètement. Et je ne m'y attendais pas du tout. Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui, retournement de veste total. J'ai revu Avatar 2, La Voix de l'eau, au cinéma et cette fois-ci, je n'ai pas été le voir en HFR, j'ai été le voir dans ce que je vais appeler le SFR. Ça me fait marrer, hein. Toujours en 3D. Et j'y suis retourné, et plutôt 2 fois qu'une, puisque, coup du destin, dans ma ville, à Asnières, le cinéma L'Alcazar, big up à eux, eh bien, projette le film non seulement en 24 images secondes, donc c'est constant, mais surtout, c'est une projection LED. L-E-D, les petits-enfants. Donc c'est plus une projection, en fait, c'est voilà, hein, c'est une rétro-projection, en fait. Enfin, c'est comme si vous regardiez un téléviseur immense, et c'était une dinguerie comme je n'ai jamais vu de toute mon existence. La plus folle en termes de rendu, de qualité, mais c'est un jaw-dropping constant, c'est-à-dire les noirs sont complètement noirs, mais vraiment quoi. Mais surtout, le contraste, les couleurs, le rendu du détail, mais c'est, je vous jure, je n'ai jamais vu ça. Alors, j'avais eu beaucoup de réserves par rapport, et c'est moins qu'on puisse dire, hein, par rapport au HFR variable, qui m'avait complètement sorti du film, mais je ne me rendais pas compte à quel point. C'est-à-dire que je me suis trompé sur toute la ligne, mea culpa, hein, jeu de mots sur la vignette, vraiment, j'ai adoré Avatar, La Voix de l'eau. J'ai été émotionnellement aspiré par l'histoire, c'est-à-dire que la fluidité du HFR fait que d'une certaine façon, en tout cas pour moi, hein, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, fait que les images qui défilaient devant mes yeux ne me paraissaient pas réelles. J'avais un sentiment de beauté intense. Voilà, la fluidité donne quelque part un sentiment d'irréel, comme ça. Mais finalement, ce qu'on recherche au cinéma, ben, c'est le sentiment de véracité. C'est quand même de toucher à la vérité. D'accord ? Et je pense, alors après, pourquoi ? J'en sais rien. Mais je pense que justement, parce que c'est moins fluide hein, en 24 images secondes, clairement. Donc voilà, ça saccade un tout petit peu, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Sauf que là, c'est constant, et que du coup, eh bien, ça donne à l'image une petite imperfection. Et la vie, c'est ça, la vie, c'est une succession d'imperfections. Et par exemple, lors des scènes d'action, on va prendre l'attaque du train au départ. Lorsque le train sort des rails, comme ça fait des saltos, ben, j'avais vraiment l'impression de voir de beaux effets spéciaux, mais je ne croyais pas à l'inertie. Je croyais pas au mouvement. J'avais l'impression que ça défilait trop vite, que c'était trop fluide. Je sentais pas le poids des choses. Et j'étais là en train de me dire, ah, pour du Cameron, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd, quoi. Et alors, en 24 images secondes, c'est le contraire. Je crois à tout. Tout a l'air réel. Tout est palpable. Tout est magnifique. Il faudrait, pour faire bien, qu'on puisse le voir en fait en 48 images secondes constant, pour voir si c'est pas juste voilà le côté variable des choses comme ça hein, qui m'a fait complètement sortir. Mais je pense vraiment là pour le coup que le HFR n'est pas pour moi. J'ai compris que les imperfections du 24 images secondes eh bien donnaient quelque part plus de réalité à l'image. J'ai entendu hein, des gens dire il n'y a pas de raison hein, de regarder les films en 24 images secondes, maintenant c'est le futur, il faut les regarder en 48. Non, franchement non. Enfin moi je trouve pas du tout. Je trouve que, en tout cas pour un film comme ça, et même d'ailleurs pour d'autres films, hein, puisque quand j'étais allé voir Le Hobbit, il y avait pas mal de passages sans effets spéciaux, il y avait ce côté telenovela hein, dégueulasse. Là c'est plus du tout le cas. Là j'ai été happé, comme je vous dis. Et du coup, ben, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais détesté, c'est juste parce que je me mettais à cogiter et à dire, voilà, je pestais, j'étais tellement énervé
que finalement ça m'a flingué totalement ma vision. Et alors là, c'est une renaissance. Mais je retourne ma veste, mais complètement. L'épique, mais apparu, m'a sauté à la gueule. Mais comment j'ai pu dire que c'était pas épique? Mais je me rends compte que j'avais pas compris les scènes d'action, que j'étais juste là en fait dans une réflexion à me dire ah ouais c'est beau, c'est fluide, et que j'avais complètement mais loupé le film quoi. J'étais passé totalement à côté. Alors j'ai retourné ma veste également parce que j'ai revu le film et du coup c'est vrai que j'avais peut-être une idée, je m'étais fait dans ma tête un Avatar 2 à moi, et là je sais maintenant ce qu'est le film. Et du coup, les personnages, je les connaissais. Et du coup, les tenants et les aboutissants, je les connaissais également. Ce qui fait que je suis rentré dans l'histoire d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Et je me suis rendu compte que la narration était limpide. Enfin, je veux dire, le montage est parfait. La réalisation est absolument magistrale. C'est-à-dire que on a quelque chose de complètement indéfinissable. On ne sait pas comment il a filmé. Un peu comme dans le premier, mais encore plus poussé. C'est-à-dire que la caméra, finalement, c'est comme si elle était en apesanteur, un petit peu tout le temps, et on ne sait pas si c'est une grue, si c'est une caméra à l'épaule. C'est très bizarre, quoi. Et en plus, c'est pareil, pour rechercher la vie, elle va bouger comme ça, très légèrement, de façon un petit peu chaotique. C'est-à-dire un petit peu à la Zack Snyder, vous voyez, dans 300, quand il va zoomer dans l'image, ce fameux truc. Là, il le fait plusieurs fois, mais il le fait de façon beaucoup plus discrète. Il va zoomer un tout petit peu. Il va désaxer comme ça, de façon trop rapide. Même quand les caméras sont censées être accrochées, par exemple, au sous-marin, on sent que, voilà, ça bouge quelque part. Comme si on était en apesanteur. Comme si tout le film était filmé en apesanteur. Je vois pas d'autre façon de le dire, quoi. Et c'est mais juste stupéfiant. Voilà, des petits mouvements qui vont impacter l'enchaînement du plan d'après, etc. Ce qui fait que c'est ultra viscéral, ultra dynamique. Mais comment j'ai pu vous dire toutes ces choses? J'ai fait un live avec Dirty Tommy où je débite mes conneries sur conneries. Vous pouvez y aller. Franchement, envoyez-moi des tomates. Gros mea culpa, encore une fois. Tout est parfait. C'est magnifique. Et alors en plus, toutes les thématiques m'ont explosé à la gueule. J'ai tout compris. J'étais pas content, par exemple, du retour de Quaritch. Mais en fait, c'est pas Quaritch. C'est ça qui est génial. C'est que c'est son clone. De penser que ce personnage, voilà, qui est l'ordure de première, aspiré comme ça par la nature, il va devenir de plus en plus humain. Et c'est ce qui se passe dans le film. Dans le film, on le voit, au fur et à mesure, il devient de moins en moins méchant, jusqu'à libérer son fils. Il lui dit d'ailleurs un truc assez exceptionnel. Il lui dit, quand Neytiri tient son Spider donc avec son couteau et qu'elle menace de le tuer, il bluffe. Il lui dit mais tu crois vraiment que je vais ressentir quelque chose pour ce mec là? C'est pas mon fils. En plus, on n'est pas de la même espèce, alors que c'est un humain. Donc lui, ça y est, il se considère comme un Evi. Déjà, il a changé, et il y a plein de petites phrases comme ça, plein de petits détails microscopiques qui font que, on sent que peut-être dans Avatar 3, ça sera un allié, quasiment, que ça sera plus lui le méchant, ou qu'il va les sauver, je sais pas, mais on sent vraiment qu'il va se faire aspirer. Et c'est génial. Le retour à la nature, je l'avais pas vu, j'avais pas compris l'importance dans le récit. J'étais passé complètement à côté, quoi. Et c'est vrai qu'on va big up l'émission Capture Mag, où je vous laisse le lien d'ailleurs en description, vous pourrez aller voir l'émission, où c'est mes petits chouchous, ils décortiquent vraiment le film, et tout ce qu'ils disent, c'est ultra pertinent. Vraiment. Et finalement, c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas du tout un film cynique. Au contraire, ça s'adresse à la nouvelle génération. En gros, ça nous dit, bande de gros moutons, vous qui, vous ne vous rebellez plus, vous qui acceptez toute la merde qui vous tombe sur la gueule, toute la technologie qui nous entoure, tout ce monde de merde, rebellez-vous, passez à l'action. C'est simple, c'est limpide, c'est clair, et c'est vrai que c'est un discours qu'on n'entend quasiment plus, qu'on ne voit plus au cinéma. Vraiment.
Des milliards de petits détails comme ça dans le scénario m'ont sauté à la gueule. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi bien écrit que Mad Max Fury Road. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est ultra simple, alors qu'en fait, il y a 1 milliard de détails qui font que l'univers est ultra palpable et cohérent. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille de Cameron, hein, par exemple. Voilà, les petits insectes qui construisent au fur et à mesure. Voilà, ce monde. Voilà, je crois qu'il y a une réplique où elle dit, voilà, en 6 jours, ils peuvent construire un immeuble. Tu comprends pourquoi ça grossit de plus en plus, par exemple. J'avais pesté également sur l'utilisation de l'anglais, que je trouvais complètement aléatoire. Parfois, ça passait en avis, on comprenait pas. Ça parlait anglais aux baleines, etc. Et en fait, oui, c'est justifié. J'étais passé complètement à côté. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de dialogue, voilà, où Jake Sully, il dit, en gros, le Navy, c'est devenu ma langue maternelle, et bloup, à ce moment-là, on passe de Navy à anglais. C'est finalement comme ce qu'a fait McTiernan dans le 13e guerrier, ou encore à la poursuite d'Octobre Rouge, sauf que quand même, pour ma défense, c'est vraiment une phrase, alors que chez McTiernan, il y a de la mise en scène, il y a de la narration visuelle pour expliquer le procédé. Là, c'est vrai que ça va un peu vite, c'est en une phrase, quoi. Donc, on pouvait se tromper, mais n'empêche que c'est justifié. Donc, je ne peux plus considérer que ce soit réellement un défaut. D'autres micro-détails comme ça, hein. Par exemple, voilà, la grosse baleine dont j'ai oublié le nom, qui a une nageoire coupée, on extrapole et on dit qu'en fait c'est le chasseur qui a dû buter voilà toute la famille, les Navy, etc. Et du coup à la fin, le bras qui saute, bah, c'est une nageoire pour un bras, quoi. L'autre il perd son bras parce qu'il lui a coupé la nageoire. Enfin, tout un tas comme ça de petites connexions entre les personnages. En fait, tous les arcs narratifs se relient. Et en fait, mais c'est ultra bien écrit. Mais j'ai mal à la tête. Mais je vous ai dit n'importe quoi. Mais ça se trouve, je vais dégager cette critique, parce que limite, mais c'est la honte. Mais allez-y, pestez, envoyez-moi des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'estime tout de même que reconnaître ses erreurs, c'est la moindre des choses. Et je vous rassure, je l'ai pas du tout fait pour le buzz. Hein. Moi, c'est mon truc. Hein. Le buzz, le putaclic, vous me connaissez. Donc j'aurais très bien pu vous faire un truc, ouais, en fait, j'ai menti, etc. Pas du tout. J'étais ultra sincère. Quand je suis sorti, j'étais méga vénère. Et là, c'est pareil, je suis sincère à 100%. J'ai adoré. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a assez longtemps où je parlais justement de ce phénomène d'apprécier un film selon l'état émotionnel dans lequel on est. Et c'est vrai que j'ai toujours que voilà ce petit film de Brian De Palma, Le bûcher des vanités. Et parfois, je le regarde, je le déteste. Parfois, je le regarde, je le trouve pas mal. Et parfois, je le regarde, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ça dépend vraiment des fois. C'est fluctuant. Et c'est vrai que selon son état émotionnel, si on est énervé, comme je l'étais, ou si on est fatigué, on peut vraiment percevoir un film d'une toute autre façon, selon que ça soit la première, deuxième, troisième vision, etc. Et c'est pour ça que je vous encourage à revoir les films que vous n'avez pas aimés. Parce que parfois, on est très surpris. Et d'ailleurs, c'est valable également pour le contraire. Il y a des films qu'on adore et qu'on revoit, qu'on trouve nuls, ou qu'on trouve moyens. Et on se dit, mais pourquoi j'ai aimé cette merde? Enfin bref, voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Cette critique est partie dans toutes les directions, mais j'avais vraiment besoin de réhabiliter Avatar 2, La Voix de l'eau, instantanément. C'est hallucinant. Donc, eh bien, j'attends. Voilà, j'attends maintenant les tomates, j'attends les crachats, les insultes, les petites insultes, hein, faites des jeux de mots, c'est plus sympa. Et puis ben voilà, ça sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Pas bien mes rêves.